le docteur Antoine Roux de l'hôpital Foch, qui va nous présenter leur projet qui s'appelle DigiLut. Et voilà, donc Antoine Roux est pneumologue au service de transplantation pulmonaire de l'hôpital Foch à Suresnes. Exactement. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci du soutien du Health Data Hub et de la BPI. Ce projet qui me paraît majeur, en tout cas pour l'activité de transplantation pulmonaire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment on va s'y prendre. Juste un problème avec le micro là, comme ça. Voilà, c'est mieux là. Donc je travaille à l'hôpital Foch, je m'occupe essentiellement pour la clinique et la recherche de transplantation pulmonaire. Je fais partie de plusieurs sociétés savantes. Pas sûr que j'ai envie d'utiliser ce truc-là. Comme la Société européenne de transplantation, la société BANF pour la pathologie en transplantation et la Société francophone de transplantation ainsi que la Société internationale de transplantation pulmonaire et cardiaque. Et donc, je vais essayer de vous expliquer l'enjeu du diagnostic du rejet et comment l'intelligence artificielle et la reconnaissance d'image au travers du Data Challenge peuvent aider à relever ce challenge. Donc, la transplantation pulmonaire, c'est le seul traitement curatif de certaines insuffisances respiratoires chroniques chez des patients très sélectionnés. On estime qu'il y a environ 300 000 insuffisances respiratoires chroniques sous oxygène en France. On n'en transplante que 400, donc ça vous donne une idée du filtre qu'on imprime sur cette population-là. On retire 2 poumons qui ne sont plus fonctionnels, qui sont plus compatibles avec une survie prolongée pour le patient, et on les remplace par 2 poumons qui sont fonctionnels. Dans le monde, c'est 4000, en gros, 4000 transplantations par an et 400 en France. Les indications principales, qui regroupent 80% des indications, c'est l'emphysème post-tabagique, la fibrose pulmonaire et la mucoviscidose jusque récemment. Ces 3 maladies-là, ainsi que les autres qui sont dans les 20% des autres indications, ont, sans intervention de transplantation, un haut taux de mortalité qui fait qu'on propose pour certains patients la transplantation. Alors, le déterminant principal de la survie des greffons pulmonaires et des patients qu'il y a autour, c'est la survenue de rejet. Vous voyez ici, voilà, ici, sur ces courbes de survie qu'on a fait des progrès depuis le début du programme en 88 et on a heureusement augmenté nos courbes de survie, mais pour autant, il reste une perte initiale importante. Pardon, comment on revient en arrière? Il reste une perte de survie ici initialement, la phase initiale, post-opératoire, mais qui se poursuit ensuite, même si on a réussi à modifier un peu la pente. Et le déterminant principal de cette mortalité, encore une fois, c'est le rejet, qui est maintenant conçu comme un processus hétérogène, mais dont la composante principale est le rejet à médiation cellulaire avec des lymphocytes T, qui se traduit d'un point de vue histologique par des lésions dites de type A, qui sont gradées de 0 à 4, dans une classification qui est remise à jour depuis 90. Donc tout l'enjeu, c'est de diagnostiquer précocement ce rejet pour pouvoir le traiter et éviter de perdre le greffon et le patient qui va avec. Et là, on est confronté à un vrai problème qui est la reproductibilité interobservateur pour le diagnostic de cette lésion de type A, qui est ici, là, vous voyez. Et donc là, c'est une étude qui est parue en 2016, où il y a des experts internationaux revendiqués qui ont comparé leur lecture sur quelques centaines de lames. Et donc, même dans les mains d'experts revendiqués, et ben, le coefficient kappa, donc la reproductibilité interobservateur, est de 0,4, ce qui est une catastrophe, quoi. D'accord. Donc, s'il y avait la même chose pour des radiologues qui lisent des angioscanners pour le diagnostic d'embolie pulmonaire ou pour des cardiologues qui lisent un ECG d'infarctus du myocarde, qui seraient tous en prison, bon, là, c'est pas le cas. Et on va dire qu'il y a une grosse marge de progression, notamment en utilisant les outils de reconnaissance d'image
grâce à la pathologie digitale. Donc c'est ce qu'on propose dans ce challenge DigiLut. On propose d'améliorer la détection de lésions compatibles avec du rejet pour accélérer la lecture des lames et améliorer la reproductibilité interobservateur. Donc, il y a différentes étapes dans ce projet-là. La première, ça va être de choisir parmi, on va dire, 4000 lames, une sélection de 2000 lames qui sont informatives et qui seront finalement annotées dans une période homogène et relativement ramassée. Une fois qu'on a choisi ces 2000 lames, on va les numériser et ensuite on va les faire annoter par un panel d'experts international qu'on est en train de construire, qui regroupe pour l'instant au moins théoriquement une dizaine d'anapathes répartis dans le monde entier et pour lequel l'outil qu'on a mis en place permettra des annotations à distance en utilisant les biopsies numérisées. La quatrième étape, avec une date cible qui serait au mois de mai 2023, c'est le Data Challenge à proprement parler. On va mettre à disposition trois datasets, un dataset exploratoire, un dataset de test et un dataset d'évaluation, avec une répartition de cas pathologiques et de cas biopsie normale qui est encore en cours de discussion avec les data scientists. Et le data challenge s'étalerait sur 2 ou 3 mois pour, encore une fois, essayer d'améliorer l'identification des lésions compatibles avec du rejet cellulaire. L'objectif final, évidemment, ça sera d'améliorer le diagnostic, puis la prise en charge thérapeutique et donc l'outcome des transplantations pulmonaires. Voilà, j'ai été relativement succinct et rapide, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Je suis sûr d'expériences passées avec des data scientists que la puissance de cette communauté peut permettre de faire avancer réellement ces problématiques de santé. C'est typiquement le genre de situation où leur input est attendu et indispensable. Merci beaucoup, Antoine. Donc, si jamais il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, on peut vous faire passer un micro. Oui, il y a une question ici de Seine. Merci beaucoup pour vraiment ce projet super intéressant. Mais au-delà de l'approche boîte noire qui va sûrement être le cas pour le Data Challenge avec l'apprentissage profond, est-ce que vous avez le projet de comprendre les raisons de la très mauvaise reproductibilité ensuite? C'est d'explorer ça. Est-ce que vous avez des hypothèses sur cette très mauvaise reproductibilité? Des hypothèses que je peux énoncer devant un représentant des anapathes? J'en ai pas. Alors oui et non. Là, je parle sous contrôle, mais en fait, pour ces pathologies qui sont polymorphes sur des échantillons qui sont avec des structures très variables, la reproductibilité interobservateur, que ce soit pour les pathologies infiltratives diffuses ou le rejet ou d'autres lésions comme ça de maladies assez rares, et de cet ordre-là, hein, c'est 0,4, 0,6. Et alors là, il y a un biais supplémentaire qui est lié à l'échantillonnage. Là, on a choisi de faire pour l'instant que avec des biopsies de l'hôpital Foch avec un échantillonnage qui est relativement riche. On prend 8 à 12 échantillons qui sont tous représentés sur les lames. Ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux, donc intercentre peut y avoir ces biais-là. Voilà. Après, un des autres éléments, c'est que tu vois, c'est 400 patients transplantés par an. On a 9 centres. Nous, on est un centre à haut volume. Il y a des centres qui ont des plus petits volumes avec des stratégies de documentation de biopsie qui sont beaucoup plus rares. Du coup, ils voient nécessairement beaucoup moins de biopsies et donc leur courbe d'apprentissage est peut-être un peu plus longue. Voilà.
Mais ce coefficient kappa à 0,4 parmi les experts revendiqués, alors on peut après disserter sur les experts auto-revendiqués, mais voilà, ça pose vraiment problème. Ouais. Il y a une question, oui, ici. Alors, ce qui se passe, c'est qu'assez souvent, dans ce type de pathologie, on est sur des lésions qui sont, enfin, sur vraiment des choses qui sont très continues. On n'est pas sur blanc-noir, on est sur des nuances de gris, et on nous demande effectivement dans des classifications qui peuvent être en plus très complexes. Alors, en l'occurrence, je fais pas du tout de pathologie pulmonaire, mais qui sont très complexes, de mettre une barrière à un moment, en dire oui/non à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de oui/non. Donc, forcément, ça peut être compliqué d'avoir des critères qui soient effectivement très, très reproductibles. Et effectivement, comme vous le disiez, aussi une différence entre échantillons, entre zones d'un échantillon, qui peuvent aussi aboutir à des résultats un petit peu différents d'un pathologiste à l'autre. Mais après, là où ça pose une question, c'est pour la notation. Vous risquez de retomber aussi sur cette problématique de mauvaise reproductibilité, non? Ouais, oui. Du coup, l'ambition là sur les annoteurs, c'est d'avoir au moins une lame relue au moins par 2 annoteurs, d'évaluer la concordance sur la lésion A. C'est ce qui sera inclus, c'est une fonction qui sera inclue dans notre viewer d'annotation, et de faire relire par un troisième en cas de discordance. Voilà. Et donc dans la notation, il n'y a pas juste le label sur la lame, mais il y a la désignation de la zone pathologique, donc les coordonnées et le label. Voilà. Donc il faudra qu'ils arrivent à s'entendre là-dessus, et donc ce sera un score de concordance assez stringent et exigeant, quoi. Ouais, on a une autre question ici. Derrière. Hop. Merci Antoine. Pierre-Antoine Gros, moyen centre de transplantation pulmonaire à Nantes. Dans votre stratégie, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enrichir un peu la diversité qu'il y a dans l'échantillon d'apprentissage pour peut-être limiter les risques de surajustement? Est-ce qu'on hyper échantillonnerait pas plusieurs centres, plusieurs endroits dans les biopsies? Alors, sur l'idée d'aller chercher d'autres centres et d'enrichir le dataset d'évaluation avec d'autres centres, on bosse dessus. C'est possible. La première contrainte, ça va être une contrainte de format et ensuite de biopsie disponible. Mais en fait, finalement, ça va être un peu une étude vie réelle, enfin, injecter de la vie réelle dans le dataset, ce qui pourra être intéressant. Objectivement, pour l'instant, on n'en est pas exactement là, mais ça fait partie des options qu'on réfléchit avec comme premier obstacle le format.